Notre invité est Axel Kahn, généticien, président de la Ligue contre le cancer, qui signe un livre de réflexion dont on a déjà parlé ici d'ailleurs. Et le bien dans tout ça chez Stock. Bonsoir Axel Kahn. Bonsoir Elisabeth Mertichou. Merci beaucoup d'être avec nous. On voulait faire le point en particulier sur la vaccination avec vous, parce que sur ce front-là, dont on dit qu'il est le seul qui nous permettra de nous en sortir, il y a beaucoup d'informations. D'abord, j'ai envie de dire, on n'avait pas besoin de ça. Il y a un responsable de l'Agence européenne du médicament aujourd'hui qui a publiquement confirmé le lien entre le vaccin AstraZeneca et le risque de thrombose. Vous pouvez lire sa déclaration, Marco Cavalleri. Nous pouvons désormais le dire, il est clair qu'il y a un lien avec le vaccin. Pour résumer, dans les prochaines heures, nous dirons qu'il y a un lien, mais nous devons encore comprendre comment cela se produit. Fin de citation. Quelques heures plus tard, l'Agence européenne du médicament n'a pas du tout dit ça, et au contraire, elle a fait une déclaration plus prudente. Le comité de sécurité de l'Agence européenne du médicament n'a pas encore abouti à une conclusion. Bon, tout ça est un peu confus, un peu compliqué à comprendre. Axel Kahn, qu'est-ce qui se passe décidément en tout cas, ça continue d'alimenter le vaccin. On n'avait pas besoin de ça. Polémique sur le vaccin. Ouais. Alors le vaccin AstraZeneca est un problème très particulier. Cette polémique, ces problèmes, ces questions ne touchent qu'un seul vaccin, que ce vaccin AstraZeneca, et on a quelques hypothèses qui nous permettent de savoir pourquoi. Vous me parliez de l'EMA qui ferait n'importe quoi. En réalité, maintenant, dans les agences nationales de santé, elles sont à peu près unanimes pour indiquer qu'il existe en effet, notamment chez les jeunes, mais pas exclusivement, dans un nombre de cas, un pourcentage de cas extrêmement faible, entre 1 sur 150 000 et 1 sur 600 000, des accidents très spécifiques que l'on appelle de coagulation intravasculaire avec diminution des plaquettes sanguines et thrombose profonde et notamment thrombose cérébrale qui peuvent provoquer la mort dans 20 à 30% des cas. Même les Anglais qui ne l'avaient pas rapporté sont allés retrouver leurs données de santé publique et ont retrouvé 30 cas. Alors eux, ils ont vacciné déjà 18 millions de personnes par AstraZeneca. 30 cas, 7 décès sur 18 millions. Voilà, donc vous allez retrouver, 24 mars. voilà, vous allez exactement retrouver les proportions que je vous ai dit. Ils ont retrouvé donc ces 30 cas et 7 décès, et dans tous les pays, on trouve un peu la même proportion. Et par conséquent, ce qui est anormal, c'est il faut mieux dire les choses. On est dans une situation qui est extrêmement classique, c'est-à-dire un nouveau médicament, ici un nouveau vaccin, qui a passé les tests de manière satisfaisante, commence à être utilisé à une très large échelle, parce qu'il est utilisé simplement dans des campagnes de vaccination publiques. Et là, ce que des essais n'ont pas permis de voir, la pharmacovigilance permet de le détecter. Alors, je vous arrête une seconde, parce que j'aimerais comprendre. Vous allez tout comprendre. Dans le fond, vous nous dites, ce risque, il existe, les agences nationales l'ont établi. Alors moi, je vous demande, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable que ce soit dit en relativisant par la statistique, plutôt que de dire les conclusions, on les attend, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr du lien. Mais je ne comprends pas. Comprenez pas quoi. L'EMA, elle a tout à fait raison, elle fait un travail d'information en santé publique. C'est-à-dire, elle dit vacciner, 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 elle a raison. Et moi, je dis vaccinons-nous, vaccinons-nous, vaccinons-nous. En règle générale. Maintenant, pour ce vaccin particulier, AstraZeneca, il y a eu effectivement des alertes. Ça correspond à des événements très rares. Si on parle de bénéfices, de rapport bénéfice-risque, naturellement que le bénéfice est considérablement supérieur. Mais est-ce qu'il y a un risque très faible spécifique? La réponse est oui. Et c'est incompréhensible que l'Agence européenne du médicament ne le dise pas. Voilà, c'est incompréhensible. Ça, il aurait fallu le dire et ensuite expliquer qu'il y a une rareté statistique et que donc vacciner. Voilà. C'est une erreur de communication. Alors, on a déjà changé, c'est une erreur stratégique. Oui, mais je ne les comprends pas. Alors, honnêtement, depuis maintenant le début, parce qu'elle a totalement hésité dans cette affaire, et il ne faut pas mélanger les genres.
C'est-à-dire que les États, les ministres de la Santé, etc., ils font à un moment donné une politique de santé publique pour la vaccination. Et je suis d'accord, il faut faire une politique de santé publique pour la vaccination. Mais une agence du médicament, son rôle principal, c'est de traiter des alertes de l'ordre de la pharmacovigilance. Et donc, il y a un mélange des genres. Je vous pose une question, alors là, c'est du direct, Axel Kahn. Je découvre que Oxford, l'université d'Oxford, que vous connaissez sans doute mieux que moi, annonce une pause des essais du vaccin AstraZeneca sur les enfants. Alors ça veut dire quoi? Elle a tout à fait raison, parce que on n'a pas de mécanisme encore. Mais moi, d'emblée, je connais très bien les vaccins. Il se trouve que j'ai été directeur scientifique d'un très gros groupe international. J'étais directeur des sciences de la vie. Et dans, entre guillemets, le portefeuille dont je m'occupais, il y avait tout Pasteur-Mérieux et tout chez les animaux Mérial. Donc la vaccination, c'est un domaine que je connais bien. Dès que j'ai vu les premiers résultats de la vaccination en France avec AstraZeneca, j'étais très surpris de la fréquence des réactions pseudo-grippales bénignes, mais sévères, inusitées. De ma vie, j'avais jamais vu un vaccin donné avec une telle fréquence de telles réactions fébriles. Donc, j'ai d'ailleurs prévenu le ministre de la Santé, j'en ai discuté avec Alain Fischer, et donc, il y avait, si vous voulez, au moins une interrogation. Un des mécanismes possibles est qu'il y ait un lien entre cette réaction, sans doute une réaction liée à une infection virale abortive liée au vecteur, qui est un vecteur adénoviral de chimpanzé. Je vous crois sur parole, parce que moi, j'y connais rien. Mais c'est simple quand même. Voilà. Non, c'est pas simple. Mais bon, quelle conclusion il faut en tirer La conclusion qu'il faut en tirer, c'est qu'avec les éléments dont on dispose, c'est un vaccin qui marche bien, qui protège bien, mais il donne des accidents très rares, mais spécifiques, qui peuvent être graves. Il les donne plus chez les gens, il les donne plus chez les gens jeunes. Par conséquent, évidemment, il ne faut pas continuer à tester AstraZeneca chez les enfants. Il ne le faut pas. Et donc, c'est extrêmement normal d'avoir arrêté de tester AstraZeneca chez les enfants. Et quand on est jeune, est-ce qu'on a des raisons de se dire qu'on ne veut pas l'AstraZeneca et qu'on attend le Pfizer ou le Moderna ? De toute façon, c'est la recommandation de la Haute Autorité de Santé publique. C'est interdit, on le rappelle. Avant 55 ans. Avant 55 ans. Et non seulement des pays cela, l'ont interdit carrément. Et non seulement cela, mais les jeunes qui ont été vaccinés pour une première injection avec le vaccin AstraZeneca, ça n'a pas encore été annoncé, mais tout le monde le sait, seront revaccinés avec un vaccin ARN. À propos, petite parenthèse. Il y a un tableau d'éligibilité, comme on dit, des vaccins. En fonction de l'âge, on a le droit d'y aller à partir de certaines dates. On va regarder d'ailleurs ensemble ce tableau, si c'est possible. Voilà, vous voyez, 70-14 ans, 74 ans, 60-69 ans, 50-59 ans, 18-49 ans, il y a des dates. Ceux qui vont se faire vacciner en dehors de ce tableau, c'est-à-dire, je vois 15 mai, 50-59 ans, on a 55 ans, on a un médecin généraliste qui a un fond de dose et qui vous donne un rendez-vous. Vous dites, c'est vraiment stupide de prendre une dose à une personne qui est prioritaire, ne le faites pas, c'est de l'égoïsme, ou vous dites, foncez, s'il y a une dose, foncez. Il faut foncer. Il faut foncer parce que ces fonds de dose, en règle générale, sont perdus. C'est à la fin de la journée. Est-ce qu'il y en a qui sont jetés, même à votre avis, à votre connaissance? Très peu, mais il peut y en avoir. Il peut y en avoir, naturellement. Et donc, pour éviter qu'il y en ait jeté, il reste un fifrelin dans des flacons. Vous savez, il y a eu le problème. Au départ, c'était fait pour 6 doses, par exemple, le vaccin ARN. C'est 10 doses, je crois, pour le vaccin AstraZeneca. Et il y avait de quoi faire 7 injections. Il y a eu une polémique à ce propos-là. Et donc, il restait des fonds de doses. On ne peut pas attendre le lendemain avec ces fifrelins dans un flacon. Ce serait dangereux. Et par conséquent, il y a maintenant un système. Et les gens qui sont appelés, si vous voulez, on peut vous vacciner. Je conseille d'y aller, mais comme je suis franc, et évidemment, on ne proposera pas à quelqu'un de moins de 55 ans s'il s'agit d'un vaccin AstraZeneca, mais allez-y, d'autant plus qu'il s'agit d'un vaccin ARN. Les vaccins ARN sont extraordinaires. Moins de 55 ans, pas d'AstraZeneca. Plus de 55 ans, vous pouvez y aller. Et vous choisissez. Il ne faut pas culpabiliser en se disant on prend la place de quelqu'un. Non, il ne faut pas culpabiliser. Il faut y aller. Il faut y aller parce que vous évitez qu'une dose soit perdue. Je vais vous poser une question peut-être un peu personnelle, mais on parle de la défiance. Elle revient, c'est vrai, elle revient plus facilement, plus massivement peut-être. On a vu par exemple qu'au Stade de France, les carnets de rendez-vous, pour ce qui concerne le vaccin Moderna, pourtant pas
il n'y a pas de problème avéré, eh bien, les gens ne le voulaient pas. C'est le Pfizer qui est le plus populaire. Est-ce que vos critiques à l'égard du gouvernement, de la stratégie sanitaire, ont pu finalement alimenter cette méfiance générale? Je vous rappelle, plusieurs fois on a polémiqué, chère Elisabeth Martichoux, et je me rappelle un jour, je vous ai dit, écoutez, vous poussez là. Alors, je vais vous redire, vous poussez, parce que vous m'avez invité au début du mois de janvier, parce que je demandais de pousser les feux de la vaccination. Vous vous rappelez bien, la vaccination Donc avait vous commencé... me dites là, en disant ça, vous poussez un peu. La vaccination avait commencé Oui, je me rappelle. petit bras. Il y avait une procédure qui était un peu trop longue. Au départ, dans les priorités, il n'y avait pas les soignants, etc. etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été l'un de ceux, je ne suis vraiment pas tout seul, hein, mais j'ai été l'un de ceux qui a véritablement dit, d'abord, une seule solution, la vaccination, qui, d'autre part, je suis allé me déshabiller comme ça dans le froid pour me faire vacciner en public avec d'autres people pour montrer l'exemple. Et au départ, j'ai essayé de stimuler la vigueur et l'enthousiasme vaccinant de la puissance publique. Donc, réellement, on ne peut pas me reprocher, d'abord, je n'ai jamais fait de critique contre les décisions politiques, j'ai analysé les conséquences sanitaires des décisions politiques et jamais sur la vaccination. Et alors, jamais. Et sur le reconfinement annoncé par Emmanuel Macron mercredi dernier, qui a repris la parole devant les Français, 31 millions de Français l'ont écouté pour dire que finalement il y avait un reconfinement national, pas le même, mais quand même national. Il a bien fait. Écoutez, là encore, puisque plusieurs fois on a eu des entretiens, je crois vous avoir dit au moins 2 fois, peut-être 3 fois, que c'était hélas inéluctable et que plus on attendrait... Alors, ce n'est pas le reconfinement, on déteste le reconfinement, c'est dégueulasse le reconfinement, c'est très désagréable. Mais on était à un taux de circulation virale qui devenait être intolérable. Et ce qui est un peu embêtant, mais c'est comme ça, on va faire avec, que voulez-vous, c'est qu'on ait décidé de prendre des mesures pour diminuer la circulation virale à un taux bien trop élevé de circulation virale. Et aujourd'hui, les choses vont aller avec leur propre cinétique. C'est-à-dire que même si les mesures sont extraordinairement efficaces, et elles vont être efficaces, il n'y a pas de problème, la pression dans les réanimations et les soins intensifs va s'aggraver pendant 15 jours, ou 3 semaines. Ça, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Olivier Véran hier. Oui, il a dit absolument. Le pic épidémique pour les contaminations, c'est sans doute cette semaine, et le pic des réa, c'est dans 2-3 semaines. Vous validez ce calendrier-là? Tout à fait. C'est ce qui va se produire. Absolument. Donc ça veut dire que... Olivier Véran est un ministre de la Santé publique, des solidarités de la santé publique, qui est tout à fait excellent. Il parle d'or, et donc il connaît bien. Et cette annonce, c'est exactement... Vous la validez. Mais voyez donc, imaginons que l'on ait décidé des mesures identiques, on va dire 1 mois avant, 3 semaines avant, eh bien, on n'aurait pas été à cette tension incroyable des réanimations et soins intensifs, avec les déprogrammations et cette situation qui est épouvantable pour les personnes malades d'autres maladies que la Covid. Alors, vous êtes honnête, vous allez me dire, quand Emmanuel Macron, dans cette même intervention, dit le 15 avril, on ouvre les terrasses, vous y croyez ou pas? Ou il s'est un peu avancé? Le 15 mai. Le 15 mai, pardon. J'ai dit 15 avril, c'est mon rêve. Alors, il l'a dit à un moment donné, le 15 avril. Le 15 mai, pardon. Le 15 mai, on ouvre les terrasses. Écoutez, je l'espère comme lui. Non, mais c'est vraisemblable d'un point de vue c'est pas invraisemblable. santé publique. C'est pas sûr, mais ça n'est pas invraisemblable. C'est Et je souhaitable, l'espère. évidemment. Comprenez bien, Elisabeth Martichoux, de toutes mes forces, j'espère que ça va se calmer. Mais vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a de plus en plus de médecins, et je voudrais vous citer Antoine Flau, vous le connaissez, médecin épidémiologiste. Oui, je connais très bien. J'ai été président d'une université dont il était l'un des professeurs. Voilà ce qu'il nous dit hier. Il nous dit, à propos des États-Unis qui nous font rêver avec leur vitesse et leur campagne de vaccination intensive, il nous dit que les États-Unis doivent craindre une 4e vague. Il observe que le nombre de cas remonte avec 30% de personnes vaccinées ou reste en plateau élevé avec 70 000 cas nouveaux chaque jour. 4e vague, ça veut dire quoi? Alors, c'est difficile plus on vaccine, plus on produit. On peut pas dire ça. On peut pas dire ça, mais simplement... C'est-à-dire que ça nous met pas à tant l'abri. qu'il n'y a pas... ça n'est pas parce qu'on a commencé de vacciner que la population est protégée.
La vaccination en France, par exemple, elle a déjà obtenu un résultat incontestable, c'est qu'elle a diminué la mortalité des personnes les plus âgées. Et la raison pour laquelle, alors que la tension dans les réanimations et les soins intensifs va sans doute dépasser en Île-de-France et même dans toute la France ce qu'elle était à la première vague, et c'est totalement dramatique pour les déprogrammations et les effets pour les autres personnes malades d'autres affections que la Covid. En revanche, la mortalité reste autour de 300 si on additionne la mortalité à l'hôpital et ce qu'il reste de mortalité en dehors de l'hôpital. Alors que, autrement, elle aurait été de 500-600. Aux États-Unis, le problème des États-Unis, je ne sais pas si Antoine Flahault, mon ami Antoine l'a précisé, c'est qu'eux, ils n'ont pas encore pris de face sur le paletot, en quelque sorte, le variant anglais, la souche anglaise. Et la souche anglaise commence simplement, elle est à peu près établie à 20% des infections, elle commence à se répandre aux États-Unis. Et il est sûr qu'avec 30% de personnes vaccinées simplement, eh bien, la souche britannique fera ce qu'elle a fait partout, c'est-à-dire qu'elle créera une augmentation de la tension épidémiologique, épidémique. Et chez nous, Axel Kahn, à partir de quel taux de vaccinés on va freiner l'épidémie de façon efficace? Le président de la République a raison de ce point de vue-là. Je pense qu'à partir du 15 mai ou des débuts juin, le taux de vaccination devrait commencer à freiner réellement l'épidémie. Et puis, il y a un autre phénomène, les gens ne se rendent pas compte toujours. C'est que même si on ne fait rien, là, le pic épidémique, alors il a été lent parce qu'on a pris des mesures importantes. On n'était pas les bras ballants, naturellement. Mais le pic épidémique va monter très haut. C'est donc une vague dans l'ensemble avec cette souche qui est vraiment extrêmement importante. Mais même si on ne faisait rien, un pic, ça atteint son sommet, puis ça redescend tout seul. Ce qui s'est passé en Inde est très, très démonstratif. Alors, nous, ce qu'on peut espérer, c'est que, quoi qu'on fasse, alors là, j'espère qu'on va freiner la montée de ce pic épidémique, mais de toute façon, il va redescendre. Et ce qu'on espère tous, c'est que la vaccination empêchera la récidive d'un pic ultérieur, d'un 4e pic pour ce qui nous concerne. Alors, aux États-Unis, ils ne sont pas encore vaccinés pour éviter le phénomène, alors même que la souche britannique est en train de s'imposer. Bon, comme quoi c'est extraordinairement compliqué, parce que la vaccination... Non, mais la vaccination... Ah ben non, chérie, non, la vaccination ne résout pas tout. Non, pas tout de suite. Voilà. Non, mais pas... Vous voyez... Et d'ailleurs, vous l'aviez dit. Oui, naturellement que je l'avais dit. Vous aviez tempêté en disant, mais la vaccination, il ne faut pas tout miser sur la vaccination. Non, vous vous rappelez, j'avais dit, il y a, si vous voulez, les deux mamelles, pas de la France, mais les deux mamelles de la lutte contre la Covid, c'est la distanciation et la vaccination. Et tous les pays qui ont bien performé, Israël, la Grande-Bretagne, à distancier, à confiner, c'est un vilain mot, alors l'utiliser, à confiner et à vacciner. Les États-Unis, ils viennent de Trump, etc., et puis c'est des conditions difficiles à l'État fédéral, mais ils ont très peu distancié, en réalité. Et donc, c'est pas étonnant que la vaccination seule n'empêche pas un nouveau pic. Là, c'est très clair. Une dernière question, il faudrait des heures. Mais de toute façon, c'est une question que vous ne voulez pas aborder parce que vous êtes président de la Ligue contre le cancer et que l'euthanasie, je pense que par éthique, vous vous interdisez de dire quoi que ce soit qui pourrait encourager ou donner le signe à Non, c'est pas ça. C'est que parmi les gens qui sont malades du cancer, qui sont atteints de cette affection, il y a des gens qui sont favorables à une modification de la loi et des gens qui n'y sont pas favorables. Parmi les donateurs, pareil. Et donc, la Ligue est évidemment extrêmement active pour dire il est absolument intolérable, c'est même honteux de laisser souffrir des personnes. Oui. Mais cela étant dit, maintenant, il y a des méthodes pour qu'elles ne souffrent pas. Le problème d'un acte positif pour interrompre la vie, c'est un problème largement philosophique et la Ligue ne se prononce pas. Moi, mais je peux vous poser une question. Je vous pose une question personnelle. J'ai écrit sur le sujet, donc alors, il suffit de regarder. Voilà, je vous repose la question. Axel Kahn, avant d'être président de la Ligue, avait des opinions qu'il a toujours. Un parent, un ami vous le demandait. Si un proche, un parent, un ami vous demandait de l'aider à mourir, vous êtes médecin. On dit beaucoup, les médecins sauvent des vies. Vous le feriez? Vous l'avez fait? Vous l'avez fait? Je l'ai fait dans le temps, lorsqu'il n'y avait pas de moyens de calmer les douleurs. Oui, je le dis franchement, comme médecin, il m'est arrivé plusieurs fois,
parce que les médicaments et surtout la maîtrise des médicaments antidouleurs ne permettaient pas d'autres méthodes. Il m'est arrivé de prescrire des médicaments en sachant qu'ils allaient abréger la vie. Aujourd'hui, je crois que l'on dispose sur ce plan uniquement de la douleur. Et même, il y a la loi Leonetti. Je peux endormir la personne qui ne souffrira plus. C'est comme une anesthésie générale et je n'aurai pas à provoquer moi-même la mort. Je préférerais évidemment, pour ce qui me concerne, appliquer la loi Leonetti. Mais maintenant, je parle pour moi-même.